Et vous êtes 300 participants là à l'instant connectés. C'est formidable. Il est 18h35. Je pense qu'on va pouvoir démarrer ce webinaire afin de respecter le timing qu'on s'est donné. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Sophie Dagbert, directrice de formation à l'UNAFAM, et je suis ravie d'animer ce webinaire ce soir en compagnie de deux intervenants que je vais vous présenter dans quelques minutes. En tout cas, vous êtes nombreux, on est ravis. Juste quelques mots sur l'UNAFAM pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'association. C'est donc une association de familles de personnes qui vivent avec des troubles psychiques, une grande communauté d'entraide, dont les missions principales sont d'écouter, de soutenir, de former les familles, d'autres familles, et de lutter aussi contre les préjugés et défendre les droits des personnes concernées et de leurs familles. L'association est présente sur l'ensemble du territoire grâce à plus de 350 points d'accueil, 1800 bénévoles et une soixantaine de professionnels en soutien. Et en 2024, ce sont ainsi presque 60 000 personnes qui ont été accompagnées par l'association, directement ou indirectement. Alors pourquoi ce webinaire et ce thème ce soir, fragilité psychique d'un jeune et risque suicidaire? D'abord parce que le mois de septembre était qualifié de septembre jaune, c'est donc un mois où on parle de santé mentale, de prévention du suicide. Donc, l'UNAFAM avait envie de prendre la parole sur ce thème-là également. Et pourquoi? Parce que depuis quelques années, l'UNAFAM accueille de plus en plus de parents d'enfants et d'adolescents en difficulté psychique et a mis en place à cet effet des permanences et des journées d'information spécifiques, dont une qui s'appelle par exemple difficultés psychologiques de l'enfant et de l'adolescent, dont on pourra reparler peut-être en fin de webinaire ce soir, et puis des webinaires particuliers, dont celui-là, une sorte de série qu'on initie avec des thèmes spécifiques et différents à chaque fois. De ce fait, l'UNAFAM s'est positionnée dans une démarche de prévention aussi au niveau de la santé mentale des jeunes. Alors pour le thème qui nous occupe ce soir, on entend beaucoup parler aujourd'hui d'une augmentation importante des pensées suicidaires et des tentatives de suicide chez les jeunes de moins de 25 ans. C'est préoccupant. Qu'en est-il vraiment? Quels sont les facteurs de risque? Comment repérer les signes de mal-être? Quelle communication, quelle posture adopter en tant que proche et à qui s'adresser? Voilà, autant de questions qu'on va aborder avec nos deux invités ce soir, qui sont Charlotte Lecru, Bonjour. psychologue, clinicienne et thérapeute familiale, exerçant notamment dans un PAEJ, un point d'accueil écoute jeune, et Yann Massard, délégué Bonsoir. général de l'association Dites Je suis là, qui est une association cousine de l'UNAFAM dédiée à la prévention du suicide, dont il vous dira tout dans quelques minutes. Donc le webinaire va se dérouler de la façon suivante. Je vais poser quelques questions à nos intervenants pour poser notre sujet, nos questionnements, répondre à celles que je viens de poser. Tout ça jusqu'à à peu près 19h10. Pendant ce temps-là, vous pouvez poser toutes vos questions par écrit dans la partie Q&R du webinaire. Donc en bas, vous avez une petite bande un petit menu. Tout en bas de votre écran, vous trouvez Q&R dans une bulle avec un point d'interrogation. Vous posez vos questions par écrit et on pourra y répondre tout à l'heure dans une deuxième partie de webinaire qui durera à peu près 45 minutes pour répondre au plus de questions possibles. Voilà, vous dire aussi, parce que je crois que certains nous ont déjà posé la question, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, qu'on vous enverra bien sûr et qu'on mettra à disposition sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'UNAFAM. Donc pas de panique, si vous ne pouvez pas assister à l'intégralité, vous pourrez voir la fin en différé. Voilà pour le préambule. Donc j'ai envie de poser la première question à Charlotte. Charlotte, vous qui accompagnez des jeunes au quotidien, dans le point accueil écoute jeune dans lequel vous travaillez, est-ce que vous observez dans votre pratique une dégradation de la santé mentale des jeunes?
Alors, oui, effectivement, donc dans ma pratique, donc là, je vais quelques mots en fait sur la pratique en point accueil écoute jeune. Donc effectivement, je suis psychologue clinicienne, hein, comme l'a dit, Sophie. Donc j'exerce depuis 20 ans au sein d'un PAEJ. Donc les PAEJ sont des structures d'intervention légère, dont l'objet est de prévenir toutes les conduites de rupture, tous les phénomènes de rupture en fait, dans le parcours des adolescents et des jeunes adultes, puisque la tranche d'âge concernée, enfin, qui concerne les prises en charge des PAEJ, ça peut commencer à partir de 10 ans et jusqu'à 25 ans. Donc vous voyez aussi que cette période d'adolescence, hein, s'étire de plus en plus avec le temps. Et donc pour ce faire, en fait, on est vraiment dans une dynamique d'aller vers. Et donc on est présent sur tous les espaces de vie des adolescents et des jeunes adultes. Donc on a ce qu'on appelle des consultations avancées. Donc on intervient au sein des missions locales, on intervient au sein des maisons de quartier, au sein des lycées également. Donc tout ça pour faciliter effectivement l'accès à un psychologue pour les adolescents et les jeunes adultes et pour permettre que rapidement il y ait effectivement un accueil, une possibilité d'évaluation de leur état de santé mentale actuel et des orientations vers du soin, enfin vers toute prise en charge qui leur sera nécessaire pour aller mieux. Mais au-delà effectivement de l'activité du PAEJ elle-même, cette dégradation de la santé mentale des jeunes, donc aujourd'hui c'est une réalité statistique, hein, on a de nombreuses études qui pointent cette augmentation significative donc, de la souffrance psychique chez les jeunes. Augmentation des symptomatologies dépressives, augmentation des symptomatologies anxieuses, phobie scolaire, pensée suicidaire. Les TCA aussi, les troubles des conduites alimentaires, sont en très forte augmentation, notamment chez les très jeunes. Et on a des chiffres assez alarmants sur les tentatives de suicide et également sur ce qu'on appelle les GAI, les gestes auto-infligés. Donc c'est une catégorie assez récente qui regroupe tout ce qu'on appelle les attaques au corps, en fait, donc les AMNS, automutilation non suicidaire, et aussi les IMV, les ingestions médicamenteuses volontaires, qui sont en très forte augmentation. Donc cette dégradation, elle est visible effectivement au vu du nombre de jeunes qui vont être concernés par toutes ces symptomatologies, mais cette dégradation de la santé mentale des jeunes est également visible par le rajeunissement des problématiques et notamment sur les problématiques suicidaires. Ça, c'est quelque chose qu'on constate, que ce soit en tant que soignant ou toute personne qui prend en charge des adolescents. Les problématiques suicidaires touchaient essentiellement ce qu'on appelle les grands adolescents, donc les plus de 15 ans. Et aujourd'hui, on a des pensées suicidaires, des problématiques suicidaires qui apparaissent de plus en plus jeunes, donc sur les niveaux collège notamment, voire même fin de primaire aujourd'hui. Et ça, effectivement, ce phénomène est relativement inquiétant puisque on sait que plus ces symptômes vont toucher des sujets jeunes, plus ça va être difficile pour eux de pouvoir dépasser ces crises, de dépasser ces symptômes qui peuvent affecter de manière importante finalement leur développement. Donc ces niveaux de détresse psychique élevés, hein, sont constatés depuis plusieurs années, donc, depuis 2017-2018 notamment. Donc pendant quelques années, hein, que ce soit sur les études de 2020-2022, ces augmentations ont été interprétées comme la résultante en fait des mesures de restriction de la vie sociale, les mesures de confinement, etc. liées au Covid. Là, 5 ans plus tard, 2025, force est de constater qu'on a peut-être un phénomène là qui va et s'intensifier et durer, avec finalement des ressorts qui restent encore assez mal connus. Euh, on ne s'explique pas réellement encore tout à fait ces phénomènes. Merci. Yann, de votre côté, dans l'association Dites Je suis là, est-ce qu'il y a des constats particuliers que vous faites sur la santé mentale des jeunes? Oui, merci Sophie, merci à l'UNAFAM pour cette invitation. Bonsoir à tous. Quelques mots sur Dites Je suis là, que vous ne connaissez peut-être pas. Nous, notre action, eh bien, c'est de donner les moyens à la population générale de pouvoir, de savoir quoi dire, quoi faire face à un proche en souffrance. Et une des premières campagnes de spécialisation que nous avons réalisées, c'était à destination des jeunes et étudiants
C'était juste à l'après-Covid. On n'avait pas encore ces chiffres, hein. Je vais essayer de ne pas faire de redite par rapport à ce que Charlotte vient de dire. On n'avait pas encore ces chiffres d'augmentation comme ça, de passage aux urgences après la période Covid qui finalement a fait que les gens avaient peut-être fait un petit peu plus attention à leur lien social et donc du coup peut-être qu'il y avait un petit peu plus d'action envers ses proches. Euh, En tout cas, quand on a construit cette campagne de prévention du suicide pour les jeunes et étudiants, c'est vrai qu'on avait déjà ces statistiques malgré tout qui étaient alarmantes, qui étaient qu'il y avait près de 2 jeunes sur 3 qui avaient déjà eu au moins une fois des pensées suicidaires. Alors, il faut le dire mais en préambule, hein, le suicide est multifactoriel, mais la période de l'adolescence reste marquée par tout un tas de changements et qui peuvent être des facteurs problématiques, hein, et qui peuvent aboutir avec l'isolement, avec la précarité, avec les difficultés qui peuvent être scolaires, qui peuvent être d'isolement quand on va dans d'autres lieux que son domicile, qui peuvent être des problématiques qui peuvent majorer le mal-être et aboutir à une crise suicidaire. Alors, on est dans une situation actuelle où quand même c'est assez étonnant parce qu'on a des gens qui s'inquiètent pour les autres malgré tout, hein. On sent un intérêt pour la santé mentale, grande cause nationale, mais d'un autre côté, des proches qui sont souvent démunis, hein. Des parents, des amis, des enseignants qui peuvent avoir du mal à percevoir le mal-être, qui peuvent pas toujours savoir comment agir. Alors, des fois, j'ai pas su quoi dire, j'ai pas su quoi faire. Je l'avais senti, mais c'était compliqué. Je me sentais pas trop légitime à faire quelque chose. Donc, il y a a priori un besoin urgent de repères concrets pour les personnes qui sont autour des jeunes, hein. Nous, on s'adresse toujours aux proches, donc les personnes qui sont autour des jeunes, c'est ceux que je viens de citer, hein. Ça peut être les camarades, ça peut être les enseignants, ça peut être des membres de la famille. Euh, et puis les jeunes eux-mêmes peuvent exprimer le fait qu'ils savent pas toujours vers qui se tourner. C'est pas forcément évident de savoir où aller en fonction du degré d'urgence. Euh, En tout cas, comme je le disais il y a quelques instants, il y a quand même une volonté dans les jeunes générations actuelles à vouloir parler ouvertement de la santé mentale. Et donc, on essaye de surfer sur cette libération de la parole, même si on se heurte encore à quelques préjugés, à des manques d'espace pour pouvoir s'exprimer. En tout cas, ce qui est important, c'est le fait que les jeunes se saisissent de tout ça. Et puis je voulais finir sur notre travail au quotidien, encore une fois, le rôle crucial des proches, parce que c'est important que les soignants soient sensibilisés, c'est important qu'ils puissent être eh bien, dans une certaine mesure en capacité d'agir, mais les premiers soutiens, ils sont dans l'entourage immédiat. On a vraiment, enfin, on l'a déjà entendu régulièrement sur les réseaux, voilà. Mais être attentif, poser la question simple du comment tu vas vraiment, rester présent, ça peut sauver une vie. C'était justement ma question d'après. Pour vous, pour tous les deux, comment, quand on est parents, frères, sœurs, grands-parents, comment est-ce qu'on peut repérer les signes de mal-être? Alors après, la communication, la posture, on va y revenir peut-être un peu plus précisément. Ça peut aider vraiment au quotidien, parce qu'en fait, ce sont des gestes, des communications, des postures assez simples à mettre en œuvre, finalement. Du coup, peut-être Charlotte, est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu sur les signes, comment est-ce qu'on peut repérer les signes de mal-être? On va parler en général déjà avant de parler de signes de risque suicidaire.
Alors, donc c'est vrai qu'effectivement concernant le repérage, ce qui va être difficile, je pense, avec cette période d'adolescence, c'est de discerner ce qui va être de l'ordre, de la crise d'ado, enfin ce qu'on appelle communément la crise d'adolescence, des manifestations qui vont réellement être liées à une souffrance psychique intense et au risque suicidaire. Donc parce que pour le coup, l'adolescent en soi, déprime et doit déprimer. C'est-à-dire que au niveau des transformations physiques, des transformations psychologiques qui vont, être liées à ce processus adolescent, tous les enjeux, qui sont liés aussi à cette période d'adolescence, c'est-à-dire devenir un adulte, tous ces aspects de construction identitaire, de trouver sa place dans le monde, voilà, en faisant avec les attentes sociétales, en faisant avec les attentes familiales, parentales, et cetera. Donc de toute façon, c'est une période où on sait qu'il y a des variations d'humeur, il y a des comportements, l'adolescent doit expérimenter, c'est extrêmement important. Donc c'est pareil, comment faire la différence entre, un comportement à risque et quand est-ce que ça s'installe et que ça devient ce qu'on appelle des conduites à risque, où là effectivement l'adolescent va commencer à se mettre en danger et où là, on va peut-être rentrer, dans quelque chose de plus sérieux. Donc en fait, au niveau du repérage, voilà, je pense que ce qui peut être difficile pour les proches, c'est qu'on leur demande parce que le repérage, c'est quoi? On va repérer un changement d'attitude, un changement de comportement dans une personnalité qui elle-même, en fait, est en train de changer. Mais de manière générale, je pense que vraiment les signes qui interpellent, c'est ceux qui vont avoir un impact sur la qualité de vie et notamment sur tous les aspects sociaux de la vie. Alors quand je parle d'aspects sociaux, je ne vais pas trop parler des réseaux sociaux, je parle du social, être avec des gens, en présence et passer un bon moment, hein. Pouvoir être bien, se sentir, s'épanouir en fait dans la relation avec les autres. Hem et on va avoir comme ça tout un tas de symptômes, par exemple se sentir triste. En soi, c'est complètement normal, ça fait partie, complètement de la vie et du parcours de vie. Ceci étant, si cette tristesse, elle s'installe de manière durable, si on constate en tant que proche que cette tristesse, elle est d'une intensité aussi importante et surtout si, elle fait que l'enfant va se retirer, d'activités agréables, de moments où il était bien auparavant. Ça effectivement, c'est important que ça questionne et ça va être important de questionner l'adolescent, et faire attention parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, le développement au niveau des symptomatologies, on est vraiment sur, symptomatologie dépressive et anxieuse et on a énormément de fonctionnement avec des anxiétés sociales, des adolescents qui se sentent, très, très en difficulté quand ils se retrouvent avec d'autres jeunes de leur âge, heu et également les anxiétés de performance. Donc ça, c'est plutôt lié, ça va être lié vraiment, résultats scolaires, cette volonté d'être, le ou la meilleure, dans tous les domaines et cetera. Vivre très, très mal des échecs ou des notes qui ne sont pas au niveau d'exigence de l'adolescent, voir effectivement, à quel point ça va toucher l'adolescent. Bon, c'est normal de pas forcément bien vivre une mauvaise note. Après, si ça vous gâche tout le week-end en famille, là, c'est peut-être un peu excessif, hein. Donc, tout ça va être aussi un peu question de, voilà, de dosage, et les aspects importants à repérer, hein, au niveau des signes, que les proches vous pouvez repérer, c'est vraiment l'intensité, la durée et l'impact sur la qualité de vie. Et c'est ce qui va permettre de graduer une inquiétude aussi par rapport à une situation qui s'installerait. Voilà et après, j'ai envie de dire pour les parents notamment, je pense qu'à partir du moment où en tant que parent vous êtes inquiet, ça vaut quand même le coup de creuser. C'est-à-dire souvent en tant que parent, on a tendance à se dire: «Ah mais, j'en fais trop» ou «C'est moi, je suis trop», parce que la période d'adolescence, elle a ça de difficile, c'est qu'elle va retravailler toutes les relations de l'adolescent à son univers familial. Donc l'adolescent, lui, son travail, ça va être de s'éloigner, de prendre de la distance vis-à-vis du fonctionnement familial. Donc logiquement, il est censé, évoluer dans d'autres sphères, donc les sphères amicales, sociales et cetera, scolaires. Hem et donc, de fait, le parent, qui n'est pas tout à fait prêt à le voir grandir, va avoir tendance à essayer de le retenir un peu et il va y avoir
comme ça, des ajustements qui vont être nécessaires au niveau de la distance. Mais il n'empêche qu'à partir du moment où un parent, enfin j'estime de ma place de psychologue en tout cas, je prends vraiment beaucoup en compte, les inquiétudes parentales, même si au départ on n'a pas trop de faits, véritablement. Mais c'est par exemple, il y a quelques jours là, j'ai reçu une maman et sa fille, donc elle est âgée de 14 ans. Heu, Elles sont venues sans rendez-vous en fait, donc je les ai reçues, c'était un samedi, il y a une quinzaine de jours et en fait, à un moment donné dans l'échange, je demande à cette mère: «Mais quel signe vous avez repéré finalement? Qu'est-ce qui fait que vous m'amenez, votre ado aujourd'hui?» Et là, la mère, elle reste très évasive. «Bah, je sais pas vraiment, mais ça elle m'inquiète, elle a tendance vraiment à se replier beaucoup dans sa chambre». Enfin, elle m'amène des éléments, effectivement, en soi, on est, pour moi, juste sur une adolescence, un peu difficile, certes. Et puis la semaine d'après, j'ai reçu l'ado seule et en réalité, cette adolescente est en train de vivre une rupture amoureuse, son premier amour et en fait, on a des pensées suicidaires qui émergent déjà. La mère n'en a absolument pas connaissance. Par contre, elle sait que sa fille ne va pas bien. Et de là, tout de suite, elle a mis en place les démarches. Donc voilà, c'est pour vous montrer que parfois, en tant que parent, voilà, on peut être inquiet pour son enfant, on le voit galérer, on le voit avoir des difficultés un peu à s'adapter, à surmonter un peu les épreuves de la vie. Et adolescents, ils en ont beaucoup des épreuves, je trouve. Voilà, ne niez pas cette inquiétude et c'est pas grave si quand, vous amenez votre ado chez le psy, vous pouvez pas forcément, donner des faits objectifs. Votre inquiétude en soi, elle peut aussi être prise en compte. Voilà. Très bien. Merci Charlotte pour ces éléments. Hem, à partir de là, peut-être qu'on peut déjà démarrer à quelques éléments de communication, Yann, de posture. Vous avez commencé à en donner tout à l'heure et est-ce qu'on peut, les reposer, les les repréciser pour qu'on voilà, on essaye d'être le plus pratico-pratique aussi, possible, pour les gens qui sont là ce soir? Oui, tout à fait. Nous, les éléments de cette campagne, encore une fois, auprès des jeunes, mais ce ne sont que des outils, des éléments à piocher pour le grand public. La première chose qu'on évoque, c'est l'écoute dans la société où on fait un petit peu parfois semblant d'écouter, hein. On donne pas forcément notre temps complet. L'essentiel est pas forcément d'avoir la bonne phrase, hein, parce que c'est ce que les gens cherchent à savoir. Qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Déjà, euh, laisser la Une vraie personne présence, s'exprimer. Voilà, une vraie heu, présence qui va permettre à la personne de pouvoir exprimer son mal-être sans l'interrompre, sans la minimiser, sans voilà. C'est déjà une chose extrêmement importante et à ne pas minimiser dans les temps actuels. Et puis, on se pose la question, j'ai pas encore, j'ai survolé les questions là, mais on se pose la question, est-ce que la personne est dans une situation de mal-être léger? Est-ce que la personne va se faire du mal? L'idée, c'est de pas rester avec ce questionnement. L'idée, c'est de poser des questions simples et direct, de faire confiance à son instinct et de demander comment tu te sens en ce moment. Est-ce que tu as des idées de suicide? Si bien sûr, si bien sûr vous vous en sentez capable, hein, faut aussi, j'ai omis d'évoquer ça, mais se questionner peut-être avant sur sa capacité soi-même à accueillir la réponse qui peut être une réponse positive. Oui, j'ai des idées de suicide. Euh, alors je le réévoque, hein, le fait de poser ces questions-là, ça induit pas, ça n'induira pas un geste suicidaire. Au contraire, ça peut ouvrir un espace de confiance. Faut le redire parce qu'il y a encore des personnes qui ont ces idées reçues en tête. Et puis encore une fois, montrer qu'on est présent par des petits mots, des gestes,
Je pense à des choses concrètes comme l'accompagnement physique à un rendez-vous, la disponibilité par message, le fait de partager réellement un repas. Vous voyez, cette réelle présence auprès de son proche. Peut-être pour compléter, je dirais d'éviter certains pièges, même si ça peut paraître naturel, mais ne pas chercher à donner de leçons ou à chercher à résoudre un problème, parce que on l'a dit tout à l'heure, le suicide c'est multifactoriel, donc même si on aide à résoudre le problème, potentiellement c'est pas ça qui va résoudre la crise suicidaire en elle-même. Euh, voilà. Pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'évaluation, on n'est pas vraiment, enfin, le grand public n'est pas vraiment là pour évaluer. Et donc, quand on se pose la question de la gravité de la situation, bah, peut-être que c'est le moment d'orienter vers de l'aide professionnelle. Alors, euh, c'est déjà bien d'être proche, mais ça remplace pas un personnel soignant malgré tout. Quand on arrive à ce stade-là, hein, vous voyez, on a déjà passé pas mal d'étapes. Quand on arrive à se poser la question de la gravité de la situation, bah, ça peut être déjà intéressant d'aller consulter son médecin traitant si on en a un, si on a la chance d'en avoir un, parce que même si c'est pas un médecin qui est spécifiquement formé à la santé mentale et à la crise suicidaire, il va au moins pouvoir être en capacité d'évaluer la situation. Et puis vous avez maintenant, on a maintenant la chance d'avoir un numéro national de prévention de suicide, le 3114, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez des psychologues et des infirmiers qui peuvent vous répondre sur un questionnement, sur une situation d'orientation, sur une situation de questionnement sur une personne qui est plus ou moins proche de vous. Donc c'est vraiment un outil qui est formidable. Et puis enfin, le 15 est disponible pour les crises cardiaques, mais il est aussi disponible pour les crises suicidaires. On est dans une situation de gravité extrême, et donc il ne faut pas hésiter à appeler le 15, ne pas se retenir à appeler le 15 si on n'a pas d'autres moyens et si on est face à une situation de gravité. Euh, et puis enfin, eh bien, si on a la possibilité d'accompagner son proche auprès d'un professionnel de santé mentale, je pense notamment à un psychologue qu'on peut rencontrer plus facilement maintenant encore grâce au dispositif Mon Psy, ou qui est remboursé, ou le psychologue de son choix remboursé par de nombreuses mutuelles maintenant, qui peut permettre d'amorcer une aide. C'est encore mieux. Et puis si besoin, un psychiatre, hein, ce n'est pas grave d'aller consulter un psychiatre pour une évaluation plus approfondie et pour au contraire pouvoir passer une phase de vie qui peut être plus problématique plus rapidement que si on n'était pas accompagné. Voilà. Et puis pour finir, je dirais qu'il ne faut pas oublier de prendre soin de soi parce que euh, c'est, ça peut être éprouvant de prendre soin d'un proche qui va pas bien. Donc c'est important d'en parler, c'est important de demander du soutien, et puis c'est important de ne pas rester seul dans ce rôle d'aidant. Et donc on l'a dit avec tous ces dispositifs qui existent, mais on n'a pas cité aussi les associations, et je pense notamment à l'UNAFAM et toutes les autres associations qui œuvrent auprès des personnes en souffrance, euh, particulièrement des populations en particulier, que ce soit dans la population LGBT, le monde agricole, Solidarité Paysan, SOS Homophobie, etc., etc. Vous avez plein d'associations qui peuvent vraiment voilà, permettre de ne pas rester seul dans ce rôle d'aidant. Et l'image du masque à oxygène, hein, qu'on met d'abord sur soi avant de le mettre à une personne en Tout à difficulté fait. à côté de soi si jamais il y a un problème dans l'avion. C'est vraiment ça, l'aidant. Il faut prendre soin de soi pour être un aidant, on va dire, qui va pouvoir accompagner au mieux. Il faut être en capacité de le faire aussi. Donc ça, c'est vraiment important de le rappeler. Merci Yann. Je voudrais juste revenir, moi, quand même, avant qu'on prenne les questions qui sont arrivées nombreuses, sur les gestes simples. On l'a réinsisté là-dessus, sur cette communication simple, mais qu'il faut savoir mettre en place le plus et se faire confiance pour le faire.
Charlotte, par exemple, vous êtes, formatrice, 1 secours en santé mentale aussi. C'est un sujet qu'on aborde dans cette formation, qui est une formation, je rappelle, citoyenne également, hein, qui permet, on aborde, hein, le risque suicidaire, mais pas que, hein, aussi, tout ce qui touche à la santé mentale. Hem, il faut graduer son inquiétude, mais aussi demander directement. On l'a évoqué, mais je voulais juste insister un tout petit peu. Je veux bien que Charlotte, si vous voulez nous en reparler un tout petit peu de ça, c'est important Alors, qu'on c'est reprécise. vrai que ce qui est, proposé aujourd'hui, hein, comme modalité d'intervention, à partir du moment où on s'inquiète de pensées suicidaires, auprès d'une personne, c'est de poser directement la question. Alors ceci étant, je reconnais que en tant que parent, devoir poser directement la question à son enfant ou son adolescent, doit être une épreuve assez difficile. Le principe étant qu'à partir du moment où, en tant que parent, vous vous inquiétez, ou vous supposez que, cette problématique suicidaire pourrait toucher votre enfant, c'est de proposer à quelqu'un d'autre, en fait, de poser la question. Mais effectivement, en tant que parent, d'autant qu'on sait que les enfants et les adolescents vont toujours, alors même si c'est pas toujours, très clair ou très compréhensible, de la famille, mais les enfants et les adolescents protègent toujours leurs parents de quelque chose, en tout cas qu'ils estiment qui va leur faire beaucoup de mal. Et ils sont très conscients qu'à partir du moment où ils vont verbaliser ces idées suicidaires auprès de leurs proches, ils vont leur faire du mal. Donc en tant que parent, le mieux c'est soit vous vous sentez effectivement de le faire, et c'est tant mieux, parce que c'est important, Yann, vous parliez du lien de confiance. Donc si effectivement la relation est très bonne entre le parent et l'enfant, autant utiliser ce lien qui va permettre après, d'aider l'enfant. Donc si vous vous sentez de poser la question, par contre, il vous faudra en tant qu'adulte tenir la position, c'est-à-dire garantir à l'enfant que vous n'allez pas vous effondrer une fois qu'il vous aura dit la vérité. Ça, selon moi, ce serait effectivement embêtant. Et ensuite, trouver au niveau de la famille, au niveau des espaces de vie, de l'enfant, la possibilité de trouver quelqu'un, qui puisse poser directement la question à votre enfant si vous suspectez des pensées suicidaires. Mais ne laissez pas ça en suspens en vous disant que ça passera. Oui, il y a beaucoup de jeunes, ça passe. Il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui n'en parlent jamais à personne, hein, quasiment 40 hein, des personnes qui ont fait au moins une tentative de suicide dans leur vie n'en ont parlé à personne. Donc, mais ceci étant, voilà, si vous êtes inquiet de ça, soit vous vous sentez de poser la question et de contenir cette souffrance et de pouvoir ensuite aider votre enfant dans les modalités d'intervention futures. Et si ce n'est pas le cas, de déléguer à quelqu'un d'autre de le faire. Mais la Et ce qui est question doit important, être posée. ouais, et une question, franche, enfin directe, Direct. pas, Oui, as-tu l'intention de partir, par exemple? Ça, c'est une question. L'adolescent sera peut-être sur complètement autre voilà. chose. Donc il lui va vous dire: «Bah oui, je vais partir, cet été», par exemple. Enfin, lui, il parlera de ses vacances, sachant qu'on est à des moments où logiquement l'enfant ou l'ado va mal. Donc pareil, hein, au niveau cognitif et cetera, on sait qu'il y a des que le tout ce qui est mécanisme d'apprentissage et cetera va être affecté. Donc voilà, autant, poser la question de manière claire et qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Bien, et si la réponse est oui, être en capacité de l'entendre, on l'a dit, soit quelqu'un d'autre à qui on aura passé le relais, et graduer son inquiétude, peut-être poser des questions complémentaires si on a le courage de le faire, ce qui est pas forcément évident. Alors, on peut effectivement poser des questions complémentaires, c'est-à-dire que on parle beaucoup de risques suicidaires, de crise suicidaire, mais le suicide est un processus. C'est quelque chose qui va exister dans le temps, en tout cas pour la très grande majorité des passages à l'acte suicidaire. Et donc, ce qui va être important, de déterminer, c'est à quel moment de ce processus suicidaire en est l'enfant ou l'adolescent, et surtout si un plan finalement, qui s'appelle le COC. Alors ça a plusieurs noms, mais moi j'utilise le COC. C'est le comment ou quand. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant ou l'adolescent est capable de répondre à comment, quels moyens il va utiliser pour passer à l'acte, quand il va le faire et où il va le faire,
ça veut dire que là, vous êtes vraiment dans une notion d'urgence et que le passage à l'acte va arriver. Et donc, il va falloir là contacter alors, le 31 14 si vous voulez des conseils effectivement sérieux et professionnels par rapport à la marche à suivre. Mais sinon, c'est le 15 parce que là, vous êtes dans une situation d'urgence. Merci pour ces précisions importantes. Hem, peut-être il faut dire aussi que, alors bon, ça m'échappe là, si j'avais une idée, ça va me revenir. Je pensais qu'il fallait pas, pas non plus culpabiliser, les proches de pas oser poser la question. Enfin, il faut arriver à trouver des relais. Si Oui, on c'est se ça. sent, hein, c'est vraiment important de mais pas non plus se sentir, se dire: «Oh là là, dès que je vois un truc, il faut que je repère quelque chose, il peut y avoir risque suicidaire derrière». C'est pas forcément le cas. C'est pas ce qu'on est en train de dire ce soir, hein. C'est juste, Non, là, non, on vous absolument donnait pas. une petite voilà, c'était juste pour édulcorer un tout petit peu et qu'on ne fasse pas qu'on ne soit pas trop, alarmiste. Hem, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose l'un ou l'autre avant qu'on démarre sur la réponse aux questions qui nous sont posées nombreuses? Non, c'est bon pour vous? Mm. Vous avez l'impression qu'on a fait un peu le tour enfin, de toute façon, on va creuser en répondant aux questions, qui viennent, hein. Avec Heu, plaisir. on a une question, par exemple, qui est, alors c'est peut-être plus pour Charlotte, mais ça peut être aussi pour Yann. Est-ce qu'il y a une différence entre un comportement à risque et une conduite à risque? Ou est-ce que c'est la même chose dont on parle? Alors, non, alors comportement et conduite, logiquement, c'est le même terme. Logiquement, le comportement est plus attribué aux animaux et les conduites aux êtres humains. Ceci étant, oui, il y a quand même une différence. Un adolescent peut avoir des comportements à risque, c'est-à-dire une fois de temps en temps, il va expérimenter quelque chose et euh, quitte à même se mettre un peu en danger, etc. Quand l'adolescent est dans des conduites à risque, c'est que là, il est dans des comportements qui commencent à devenir automatiques, donc pareil, qui s'intensifient et sur lesquels il ne va pas pouvoir agir. Donc je m'explique, par exemple, en gros, un jeune qui va consommer un peu de cannabis de manière festive, je sais pas, à une fréquence de 2 fois par an, on va estimer qu'il est plus ou moins dans des comportements à risque. Par contre, un jeune qui va consommer du cannabis tous les jours, parce que s'il ne consomme pas son cannabis le soir, il ne peut pas s'endormir, s'il ne le consomme pas le matin, il ne peut pas aller en cours, là, on va être dans de réelles conduites à risque. C'est-à-dire que là, le produit vient répondre et vient soulager quelque chose d'une souffrance. Donc effectivement, les conduites à risque sont très très importantes puisque souvent elles sont le signe qu'on a peut-être affaire à des niveaux de souffrance psychique élevés, voire même à l'émergence d'un trouble psychique chez l'enfant et l'ado. Bon, on a une question, directe d'une personne concernée. Pardon, je ne l'avais pas vue tout de suite, je pense qu'il faut qu'on la prenne maintenant. Un jeune en collège qui nous dit qu'il a fait plusieurs TS, qui se scarifie, qui fait des crises d'angoisse tous les jours, et qui ne sait pas comment faire pour qu'on l'aide, sans prendre des médicaments, voire des psys et tout. Qu'est-ce Donc, qu'on peut lui conseiller de faire? Peut-être d'en parler déjà à ses parents, d'essayer de le faire, mais peut-être qu'il a déjà essayé? euh, donc là, si je comprends bien la question, il va extrêmement mal, mais il veut s'en sortir tout seul. C'est ça? Il voudrait essayer de ne pas prendre, ce que je comprends, c'est il dit: «Comment je peux faire? Comment faire pour qu'on m'aide?» Donc il cherche de l'aide quand même, c'est ce que Oui, je comprends, d'accord. sans prendre de médicaments, voire des psys et tout. Alors, de toute façon, la prise de médicaments ne se fait qu'avec l'accord du patient. Donc, on ne le forcera pas à prendre de médicaments s'il n'en souhaite pas. Après, ça veut quand même dire, effectivement, vu les niveaux de détresse hein, psychologique qu'il décrit, euh, qu'il va devoir en tout cas engager, oui, une forme de psychothérapie, quelque chose peut-être un peu dans la durée. Euh, Après, la difficulté, c'est que je pense que là, le souci, c'est qu'il a du mal à faire confiance à quelqu'un, en fait. Après, dans les situations complexes comme ce soir, s'il y avait une nécessité, enfin,
s'il y avait il y a l'air d'avoir quand même une envie de s'exprimer à travers ce webinaire Oui, aussi. Donc il y a le fil Santé Jeune, hein, qui permet de chatter de manière anonyme, de parler de exactement. tout, des scarifications, des idées de suicide. Et puis même, hein, le 31-14, comme on en Oui, parlait tout à l'heure, hein, ils sont formés pour écouter, ils vont pas imposer de traitement, il n'y aura pas on d'imposition de force à rien. traitement. Donc, C'est 2 bonnes pistes, surtout que le fil Santé Jeunes, ils ont un chat aussi, je crois, donc on n'est tout à même pas fait, obligé d'appeler. tout à fait. Ça peut être, des pistes, des débuts de pistes pour amorcer une demande d'aide. Oui. Ou s'il a un adulte hein, dans son entourage en qui il a Mm. confiance. C'est pas forcément un membre de la famille, ça peut même être un enseignant. Hein, Mm. beaucoup sont formés aujourd'hui hein, aussi à prendre en charge de manière, enfin, correctement cette souffrance. Donc, dans un premier temps en tout cas. Donc peut-être voilà réfléchir à quel adulte en fait il accepterait de se confier. Mmh. Merci, merci pour ces réponses. Hem, une question qui est un peu générale, dont on a répondu déjà, à laquelle on a répondu, je crois, un peu en partie tout à l'heure. Yann, je crois, vous avez fait ça. On dit parfois que plus la personne parle de se suicider, plus, pardon, moins elle risque de passer à l'acte. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela se vérifie? Bon, la question à laquelle on a répondu tout à l'heure, c'est que c'est pas parce qu'on en parle que la personne va le faire, Mm. c'est ça? C'est pas parce qu'on lui en parle directement qu'elle va passer à l'acte. Là, en l'occurrence, c'est un peu le contraire qui est c'est plus, comme si elle faisait du chantage au suicide, c'est ça peut-être que je lis derrière un peu, pardon pour cette expression, hein, mais plus une personne parle de se suicider, moins elle risque de passer à l'acte. Ça dépend quand même, j'ai envie de dire, non? Alors, ce rapport plus-moins n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus elle dit qu'elle va le faire, plus et moins elle le fait. Non, bah, la réalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règle. C'est ça. Et comme on ne peut pas savoir, il faut considérer en fait chaque alerte, la prendre au sérieux. Hem, mais la difficulté avec, effectivement ces comportements comme ça où la personne va verbaliser très, très régulièrement, un risque de passage à l'acte, c'est que on voit bien que le comportement des proches au début donc est en alerte, puisque les premières verbalisations effectivement vont énormément inquiéter l'entourage. Sauf que les proches peuvent pas être en alerte, on ne peut pas être en alerte tout le temps, en hypervigilance vis-à-vis de ça. Donc l'hypervigilance des proches finit par diminuer, par se réduire. On banalise aussi les propos qui sont verbalisés et en fait, souvent, c'est à ce moment-là que la personne va passer à l'acte pour le coup. Hein, parce qu'elle va finir par se retrouver isolée, vivre un sentiment d'incompréhension, qu'elle n'est pas prise au sérieux et cetera. Donc, encore une fois, ça n'est la faute de personne. Enfin, je ne dis pas, l'entourage, les proches, on ne peut pas être en hypervigilance constamment, c'est impossible. Donc, mais non, non, toutes les verbalisations, même si on estime que ce sont des menaces en l'air ou et cetera, doivent être prises au sérieux. Merci pour cette précision. Hem, une question, comment réagir face à un jeune qui a des idées de mort passive, entre parenthèses suicide passif? Bon ça je ne sais pas de quoi on parle, chez qui les traitements antidépresseurs ne fonctionnent pas. Donc la réponse est pour moi, j'imagine. Alors, suicide passif, ce serait quoi? Un refus de s'alimenter? Ce serait alors, si les traitements antidépresseurs, donc ne fonctionnent pas, donc déjà dans un premier temps, hein, réinterpeller son médecin, enfin le médecin qui lui a prescrit. Il faut absolument comprendre, pourquoi l'antidépresseur ne fonctionne pas. Et de toute façon, prendre un médicament qui ne fonctionne pas, en général, n'a pas de sens. Donc, effectivement, il faut certainement réévaluer là, et les besoins de l'enfant. Et j'avoue qu'il faudrait me préciser, ce que signifie suicide passif. Mmh, merci. Si la personne peut préciser dans le chat, hein, Ouais. ce qu'elle, Une, une question, ça c'est important qu'on en parle puisque c'est le thème de notre, webinaire quand même, la fragilité psychique et le risque suicidaire. Est-ce que en arrière-plan des idées suicidaires, il y a toujours une maladie psychiatrique? Nous demande un participant. Peut-être, Charlotte aussi, pardon Yann, je
Mais Alors non. Ce qui est sûr, c'est que le fait de souffrir soi-même d'un trouble psychique est un facteur de risque de développer par la suite, hein, enfin, Mmh. des processus suicidaires. Enfin voilà, le risque de passage à l'acte suicidaire est multiplié par, je n'ai pas les chiffres en tête, mais de manière très très forte si la personne souffre d'un trouble psychique, mais sur les un peu moins de 10 000 suicides que la France a de manière annuelle, toutes ces personnes n'avaient en tout cas pas de trouble psychique identifié. Donc c'est il y un a une facteur de proportion risque. d'entre elles quand même? Ou Oui, pas? oui, la proportion est quand même importante. Ça, je pourrais pas vous dire exactement les chiffres. OK. Et de toute façon, on parle toujours en termes de crise suicidaire. Savoir quand même qu'aujourd'hui, concernant l'augmentation justement, hein, des pensées suicidaires, des tentatives de suicide, et cetera, au sein de la population, les facteurs de risque qui sont le plus mis en avant aujourd'hui, hem, ce sont les facteurs de précarité, la pauvreté, le niveau socio-économique des personnes deviennent enfin, des facteurs de risque importants aujourd'hui, de risque suicidaire. Donc ce ne sont pas forcément que des facteurs qui sont internes à la personne. Les facteurs externes aujourd'hui, on s'en rend compte, commencent à jouer un rôle extrêmement important dans les crises suicidaires, même si c'est sur le plan individuel. On a quelques questions justement à ce sujet sur, par exemple, l'ambiance d'une scolarité dégradée, qui peut être, L'école, hein. Aïe, aïe, vaste sujet. Alors là, je vais faire ma vieille dame, mais voilà, l'école, effectivement, c'est plus ce que c'était. Il y a quelque chose du lien social, même du lien entre adolescents, hein. On a les études, par exemple, en classe, qui sont des études donc, qui existent dans la durée et qui reprennent les propos des jeunes. Donc, c'est une série de questions, hein, qu'on pose aux jeunes. Et par exemple, il y a une question que je trouve très intéressante, c'est est-ce que tu as confiance dans tes camarades de classe, par exemple? Bah, ça aussi, c'est des chiffres où on a une dégradation extrêmement importante et un nombre de plus en plus important d'enfants qui répondent non, je n'ai pas confiance dans mes camarades de classe. Ça, cette méfiance, même entre eux, entre enfants, entre adolescents, selon moi, est extrêmement délétère et amène à renforcer, hein, ces vécus d'incompréhension, d'isolement, etc. Et finalement, ce que j'expliquais par rapport au fait que l'adolescence, c'est vraiment un détachement des relations familiales. Alors, les vivre autrement, hein, les parents sont encore très très présents et heureusement à cet âge-là. Mais logiquement, ça doit se reporter sur d'autres groupes sociaux. Et aujourd'hui, il se trouve que les groupes sociaux à l'école, ça devient vraiment très très difficile pour certains. Donc l'école, on le voit, hein, de toute façon, l'augmentation de tous ces phobies scolaires, refus scolaires anxieux, etc. Les niveaux d'anxiété chez les jeunes. Et alors, à mon sens, après, bon, ça reste très personnel, mais pour intervenir quand même depuis 20 ans avec l'éducation, travailler depuis 20 ans avec l'éducation nationale, elle est de moins en moins adaptée, en fait, aux adolescents. Je, je- je ne vois pas d'autres. Euh, ça reste très très compliqué, le rapport des enseignants aux adolescents. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière même plus générale. La stigmatisation envers les jeunes aujourd'hui est vraiment, je trouve, énorme. Les préjugés vis-à-vis des adolescents, tout ce qu'on, même au niveau des informations à la télé, tout ce qu'on va véhiculer sur les jeunes, la dangerosité, le fait que voilà, ils aient des comportements inexplicables, inexpliqués, etc. Mais l'adolescence, c'est un invariant en fait. Les adolescents ont toujours été ainsi. Euh, alors, certes, là, il y a des mutations sociétales, etc., mais l'adolescence euh, doit faire crise. L'adolescent doit se confronter à son environnement, doit se confronter à son environnement familial, scolaire, etc. Il doit re-questionner le monde dans lequel il vit. Et je pense que ça, fondamentalement, aujourd'hui, ça ne lui est plus autorisé. Bon, il ne faut pas jamais me lancer sur ce sujet, parce que alors là, c'est intarissable. Mais c'est vrai que voilà,
l'école, en fait, n'a plus la fonction qu'elle avait avant. C'est-à-dire que même on voit, hein, les enfants, qui vivaient dans un milieu familial qui n'était pas forcément très bienveillant, très en tout cas très protecteur, très ils pouvaient à l'école se retrouver dans une espèce de havre, en tout cas vivre les choses différemment. Et aujourd'hui, on sent bien que l'école alors il y a un certain nombre d'élèves qui vont être heureux, hein, qui vont quand même s'épanouir à l'école, mais la proportion est en forte, baisse, quand même. Et dans la lignée des facteurs externes qui peuvent, dégrader, la Mmh. santé mentale des jeunes, aussi, il y a sans doute un peu les réseaux sociaux quand même. Enfin on peut le penser. On a une question à ce sujet qui dit que sa fille cadette de 18 ans est littéralement addicte à TikTok, et depuis 4 ans, c'est extrêmement compliqué, qu'elle multiplie les TS et les automutilations. La personne fait le lien entre les 2, Bah, oui. mais voilà, c'était pour alimenter sur le fait que c'est pas comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas forcément la personne en elle-même, c'est aussi tout l'environnement social, les mutations, sociétales dans lesquelles on Mmh. est, qui vont avoir un impact sur, de potentiels, risques et passages à l'acte. Ouais, les réseaux sociaux, enfin, on s'en saisit enfin. Je voyais, je crois, le créateur d'Internet qui a quelque temps évoqué son désarroi par rapport à ce qui était devenu rien qu'Internet. Mais vous savez, les créateurs de Facebook, ils ne laissent pas d'iPad à À leur leurs enfant. enfants, hein. M- c'est pas les réseaux sociaux qui sont mauvais, c'est l'usage qu'on en fait. Et Et à quel âge on le la fait? non-régulation qu'on a été faite, qui n'a pas, justement, la régulation qui n'a pas été faite depuis toutes ces années. Donc on en arrive enfin à avoir des études qui disent que, bah oui, en fait, en dessous de 15 ans, c'est extrêmement délétère. Les parents font la même chose, sont également sur ces réseaux. Et donc, il y a certainement une urgence à, à- à agir sur ce point. À contrario, on voit qu'il y a une baisse des consommations des toxiques. J'ai vu ça récemment, hein, et je trouve ça extrêmement intéressant, une baisse des consommations du cannabis, du tabac. euh, L'alcool aussi, ouais. et l'alcool, tout à fait. Ce qui pourrait paraître étonnant en étant plus jeune. Euh, mais ce qui compte, c'est l'accompagnement, hein, au niveau des réseaux. Il y a des très bons contrôles parentaux maintenant, notamment sur Apple, qui se font. Donc, il faut, je pense, se poser la question. Alors, c'est vrai que c'est compliqué pour des parents qui ont des ados de 15 ans, qui sont sur des smartphones depuis qu'ils ont 6 ans. C'est plus compliqué. Mais moi, ce que je dirais, c'est que pour ceux qui ont la chance d'avoir encore des enfants en bas âge, bien prendre les choses le plus tôt possible, mettre en place des contrôles parentaux le plus tôt possible, Mmh. c'est essentiel. Oui et enfin, pour suivre un peu, votre Mm. propos, effectivement, sur les réseaux sociaux, donc il y a des choses, c'est important de les contrôler. Il y a et je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut interdire avant un âge. Mm. TikTok, par exemple, donc là, aujourd'hui, hein, on commence à en savoir de plus en plus, notamment sur les fonctionnements algorithmiques. Mm. On sait qu'un adolescent, hein, sur les réseaux, à partir du moment où il va demander une vidéo, en redemander une autre, peu importe le sujet, l'algorithme va lui proposer systématiquement des choses qui sont en rapport avec la première vidéo. Sur TikTok TikTok, fonctionne comme ça. Mais pas que TikTok, hein, TikTok, YouTube Short, YouTube, etc. voilà, exactement. Donc ça, effectivement, si vous avez un enfant que vous sentez assez mal, ou vous suspectez des scarifications, en tout cas des attaques au corps, une détresse psychologique quand même assez importante, etc., TikTok, en fait, c'est interdit. On ne peut pas les protéger de TikTok et on ne peut pas Mm. contrôler TikTok, par exemple. Donc il y a effectivement certains réseaux sociaux qui vont être à bannir avant au moins 15-16 ans.
Et Et du d'ailleurs, je voyais encore une fois en termes d'actualité, Instagram, très prochainement, dans les prochaines mises à jour, oui, on aura une accentuation des Reels et donc de ces vidéos addictives qui seront de plus en plus mises en valeur. Donc c'est vraiment tout ce panel de réseaux qui est pas fait pour les enfants en fait. Facebook, ça avait été inventé pour les étudiants d'école supérieure. oui. Et pensez également, hein, vous avez des réseaux comme Roblox, des choses comme ça. Donc, ce sont des sites avec des jeux. Même sur ces sites-là, enfin, il y a des hameçonnages, il y a on sait qu'il y a un certain nombre de pédophiles qui circulent. Enfin, vraiment, les adultes, là, il faut prendre conscience. Ça devient extrêmement grave. Est-ce que Charlotte, vous pourriez repréciser, quelqu'un nous demande de redire ce que sont les GAI, les gestes agressifs. Est-ce qu'il y a la scarification fait partie? Oui, tout à fait. Donc, dans les gestes auto-infligés, vous avez effectivement ce qu'on appelle les AMNS, les automutilations non suicidaires. Donc, ce sont les scarifications, mais de manière générale, hein, les automutilations, en fait, donc tout ce qui est les attaques au corps. Voilà. Donc, pour être considéré comme une automutilation, il faut que les attaques au corps soient visibles. Hein. Donc, c'est un jeune, par exemple, qui va donner des coups de poing dans un mur, il a des bleus ou des plaies. Voilà, donc c'est ce qui va caractériser la MNS. Et dans les gestes auto-infligés, vous avez également ce qu'on appelle les IMV, les ingestions médicamenteuses volontaires, c'est-à-dire le fait pour une personne d'avaler sciemment, de surdoser en tout cas des médicaments. Euh, et en fait, ces comportements-là ont été en très très forte augmentation. Ce sont eux d'ailleurs dont certainement certains d'entre vous ont entendu parler, puisque les urgences psychiatriques ont été débordées, hein, par ce type de comportement, notamment chez les jeunes femmes, surtout les moins de 25 ans. Et en fait, ces ingestions médicamenteuses volontaires, on a eu des personnes, enfin, qui vont surdoser, prendre des surdoses de médicaments, mais toutes les semaines, par exemple, hein, avec des médicaments, enfin la consommation de médicaments qui n'est pas forcément létale. C'est-à-dire que la personne ne serait pas forcément décédée de ces ingestions, même si ça reste des attaques au corps, parce qu'effectivement, quand même, les médicaments qui sont ingérés, le surdosage, à terme, peut s'avérer dangereux. Et elles vont être classées aujourd'hui, enfin en tout cas un certain nombre va être classé dans les automutilations, puisque ça reste des attaques au corps interne, certes, pour la plupart, mais le fait qu'elles soient répétitives fait plus penser en fait à des comportements automutilatoires qu'à une tentative de suicide. Justement, du coup, on a une question, à ce sujet. Comment est-ce qu'on peut différencier les actes d'automutilation non suicidaire avec des actes qui désignent une pensée suicidaire? Un risque suicidaire, je pense qu'on c'est de ça qu'on parle là. Alors, ça c'est pareil. Pendant très longtemps, on parlait beaucoup d'automutilation non suicidaire, puisqu'on avait plus de 80% des personnes qui avaient des comportements automutilatoires qui ne passaient pas à l'acte suicidaire. Donc en fait, les automutilations, euh, alors ne prenez pas vraiment au premier degré ce que je vais vous dire, mais protégeaient d'une certaine manière d'un risque létal, protégeaient d'un passage à l'acte. Donc le mécanisme en est, hein, par l'automutilation, par le fait de se faire mal, de ressentir une douleur physique, on diminue les niveaux de souffrance psychique, hein. Et donc ce phénomène-là, finalement, les personnes qui s'automutilaient y avaient recours aussi souvent que les niveaux de souffrance psychique étaient élevés, mais ce qui court-circuitait d'une certaine manière les processus suicidaires. Aujourd'hui, justement, c'est plus tout à fait le cas, et on a de plus en plus de personnes qui vont avoir à la fois des conduites d'automutilation et à la fois des processus suicidaires qui s'enclenchent. C'est pour ça qu'au niveau clinique, même sur cette question du risque suicidaire, il y a énormément d'éléments, de choses qui sont relativement nouvelles, et pour lesquelles on n'a pas forcément de réponse. Aujourd'hui, en tant que clinicienne, je le constate, mais enfin, c'est pas que je ne sais pas quoi en faire, mais c'est vrai que ça donne des prises en charge qui sont un petit peu plus particulières. Comment est-ce qu'on fait la différence? Alors, je soupçonne le corps médical d'avoir créé les gestes auto-infligés, parce que si
Toutes les personnes qui avaient fait des ingestions médicamenteuses volontaires étaient dans la catégorie des tentatives de suicide. Vous imaginez bien que le pourcentage serait extrêmement élevé. En le mettant dans la catégorie des gestes auto-infligés avec les automutilations, on a des augmentations, disons, raisonnables. Encore une fois, c'est mon avis, hein. OK. J'espère qu'il y a pas de médecin dans la salle. Hem, on a des questions, très concrètes, et voilà, il y a aussi, comment est-ce qu'on peut accompagner les frères et sœurs d'un enfant suicidaire? Ça, c'est un sujet très important. Mmh. Peut-être Yann, est-ce que vous avez Alors, des euh, recommandations? je sais pas si je... Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que dans tous les cas, quand il y a une crise suicidaire, les frères et sœurs, ils sont dans tous les cas directement impliqués. Mmh. Donc on doit prendre en compte les choses, et c'est un petit peu comme tous les éléments en santé et en santé mentale, c'est leur expliquer les choses avec des mots qui sont adaptés à leur âge, et dire la vérité sans dramatiser. Euh, Enfin, en tout cas, éviter le silence, parce que le silence, ça amène toujours à l'imaginaire. Euh, leur donner un espace pour exprimer les émotions par Mmh. rapport à ce qu'ils vivent dans la fratrie. Parce que les émotions sont légitimes, toujours. On le disait tout à l'heure, que les enfants voulaient protéger leurs parents. Il y a aussi parfois le fait que les frères et sœurs peuvent se sentir coupables de la souffrance du frère ou de la sœur, donc rassurer par rapport à ça. Euh, Comme la personne aidante, si nécessaire, proposer un accompagnement à la fratrie. Euh, Mmh. c'est quelque chose qui peut aussi être quelque chose d'important. Oui. On a, hein, d'ailleurs les prises en charge de fratrie qui commencent à se développer de plus en plus. C'est-à-dire que ce sont vraiment ce qu'on appelle des thérapies familiales de sous-système, puisque la famille, en fait, est un système, parents et les enfants. Mais à l'intérieur de ce système, vous avez des sous-systèmes, donc le couple conjugal, parental, et cetera, qui est un des sous-systèmes. Vous avez la fratrie, qui est également un sous-système et à l'intérieur, voilà, je ne vous fais pas tout un cours sur la thérapie familiale. Mais c'est vrai qu'il peut m'arriver effectivement dans le cas où à l'intérieur d'une fratrie, un des membres de la fratrie, un des enfants, donc a fait une tentative de suicide, de recevoir, uniquement la fratrie. Alors pas pour, absolument pas pour éjecter les parents, mais pour que Mm. les enfants se sentent libres en fait d'en parler, sans avoir peur de faire de la peine, sans avoir peur de faire souffrir en fait leurs parents et effectivement la parole se libère, heu plus facilement et sans, vécu de honte ou de le fait de dire, hein. Parce que, même si effectivement on a des chiffres, assez élevés au niveau du suicide et cetera, on ne peut pas en parler dans toutes les familles, on ne peut pas il y a encore aussi des barrières, hein, sociétales et cetera qui empêchent, dans certaines familles en tout cas, de pouvoir en parler. J'ai même eu des familles qui viennent consulter parce que l'aîné a fait une tentative de suicide et que la petite dernière, étant très jeune, bah, on l'a préservée. C'est-à-dire que, l'ado a été hospitalisée 3 semaines. On lui a dit, qu'elle était partie chez un oncle et une tante, à l'étranger. Voilà, alors c'est toujours fait avec bienveillance, hein, c'est pour protéger la petite, mais il se retrouve avec une ado donc qui rentre à la maison, qui ne va toujours pas très, très bien et avec la petite dernière, finalement, qui ne comprend pas et qui commence sérieusement à poser des questions parce qu'elle sent bien, elle, par contre, qu'on lui cache des choses. Et donc, on a fait une séance en famille et la question des parents qui était, enfin, vraiment, très juste, c'était: «Mais comment on en parle à notre fille qui a 9 ans, en fait?» Quand sa sœur de 15 ans, a fait une tentative de suicide et j'ai trouvé la démarche de ses parents, enfin, extrêmement pertinente, en fait, et ça s'est extrêmement bien passé, enfin, au vu de la situation, en tout cas. On n'a pas parlé des maisons des adolescents. Dans les ressources, possibles, il y a un des participants qui nous le rappelle et c'est bien, en disant: «Est-ce que c'est pas des lieux facilement accessibles? Est-ce que dans ce type de situation,
Comment est-ce qu'on peut s'en saisir? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Enfin voilà, je Alors j'essaie les MDA, d'élargir un effectivement, tout petit peu la question. donc ce sont les maisons d'adolescents, hein. Les missions peuvent parfois ressembler un peu à celles des PAEJ. Ceci étant, donc les MDA existent sur tout le territoire français de la même manière. Vous en avez au moins une par département. Après, on vit une certaine inégalité quand même sur les différents territoires. Donc vous avez des territoires où les MDA vont recevoir très facilement, sont vraiment dans des consultations avancées, enfin voilà, sont très très présentes en tout cas sur un territoire. Euh, et d'autres territoires où elles vont être voilà, plus difficiles d'accès. Donc ça dépend effectivement Ouais. de ce que vous vivez. Mais quand on a vraiment une EMDA, enfin une structure qui fonctionne bien, c'est vrai que c'est une aide extrêmement précieuse. L'intérêt des MDA, c'est que vous avez des équipes pluridisciplinaires, logiquement, éducateurs, psychologues, médecins, quand ils ont de la chance. Donc, ils peuvent soit dépendre de l'hôpital public, soit être associatifs, ça c'est pareil, ça dépend aussi du territoire. L'important, voilà, c'est qu'ils sont en capacité, voilà, de recevoir rapidement. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des territoires, voilà, il va peut-être falloir attendre plusieurs semaines aussi. C'est une réalité. Donc voilà, vous pouvez très facilement trouver leurs coordonnées, hein. Ils ont un site internet qui est très bien fait et en fonction de votre territoire, vous allez pouvoir trouver la MDA qui vous correspond. Et ils reçoivent les familles également. On a une question un peu similaire sur les PAEJ. Charlotte, comment est-ce qu'on les trouve? Quelqu'un nous demande est-ce qu'il y en a en région PACA? J'imagine que oui. Mais est-ce qu'il y a peut-être une facilité pour trouver le PAEJ dans sur son territoire? Est-ce qu'il y a un site? Oui, vous avez donc l'Association nationale des PAEJ, donc c'est l'ANPEJ. Si vous allez sur leur site, effectivement, vous avez tous les PAEJ de France qui sont répertoriés. Donc oui, en région PACA, il y a forcément des PAEJ. Alors après, par contre, je ne peux pas vous préciser plus que ça. Non, mais l'important, c'est que la personne puisse aller trouver Mais et chercher. l'association, vous avez de la ressource documentaire, enfin, le site est assez bien fait. Une question pour Yann. Tout à l'heure, vous évoquiez le besoin d'expression concrète des adolescents. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche de l'art-thérapie comme outil thérapeutique non verbal adapté au public jeune? Euh, Que du bien. Tout à fait. Je n'ai pas précisé que j'étais infirmier de formation. Bien entendu, bien entendu. La création, l'expression, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand j'évoquais le fait de pouvoir exprimer ses émotions, bien sûr, c'est pas forcément Plusieurs évident. manières de le faire, oui. Voilà, c'est pas forcément évident de le faire avec la parole. Donc, ça peut en effet être une porte d'entrée précieuse, hein, pour extérioriser les émotions. Pareil, ça peut permettre aussi de retrouver du plaisir, des choses qu'on perd dans des processus de crise suicidaire. Mais oui, c'est en complément d'un suivi médical quelque chose qui est très intéressant. Oui. Et ça, on le sait, hein, les adolescents qui ont dans leur vie des activités créatives, qui ont développé un imaginaire qui leur permet des fois de se réfugier dans cette bulle, etc., en général, supportent mieux les épreuves qui les attendent, parce qu'ils vont avoir des dérivatifs, en fait, hein, vraiment ne pas minimiser le pouvoir de l'imaginaire. Alors c'est vrai que les adultes, on l'a oublié, ce qui fait que c'est pas forcément quelque chose qu'on va proposer spontanément, mais chez les adolescents, l'imaginaire est encore extrêmement puissant. On a plusieurs questions qui sont liées à voilà, qu'est-ce qu'on fait en cas de récidive? Comment réagir si l'enfant minimise son geste? Je les regroupe, elles sont pas forcément à regrouper peut-être, mais Pour la récidive, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, hein. C'est pas parce qu'il y a une réitération que c'est moins grave. Il faut prendre chaque tentative de suicide au sérieux. Il faut même renforcer sa vigilance.
euh, et rester en continuité, rester en contact. Nous, c'est quelque chose qu'on met souvent en avant, c'est que parfois on est extrêmement présent au moment d'une crise et puis on ne va pas forcément garder le lien. Le maintien du lien est extrêmement important. On sait qu'il y a de forts risque de nouveaux passages à l'acte chez les personnes qui font une tentative de suicide. Et j'ai oublié la deuxième question. J'en ai 2 qui sont un peu proches, alors comment réagir si l'enfant, là on parle d'un enfant, hein, minimise son geste, et une autre qui est un peu liée puisque ça concerne des enfants, que penser d'une tentative de suicide d'un enfant très jeune de 8 ans? Quelle attitude adopter? Euh, alors, vous pouvez me redire la première partie Ouais. de la question? Pas l'enfant de 8 ans, mais la première. Comment réagir si l'enfant minimise son geste? L'écouter, en fait. Enfin, ce qui va être très important, c'est de valider ce que la personne dit. Même si de l'extérieur, on n'est pas tout à fait d'accord, enfin, nous, on va trouver ça très très grave. C'est important, le cerveau a besoin aussi pas forcément de banaliser, mais de rationaliser des choses qui sont extrêmement difficiles à vivre. Donc prendre en compte ce que l'enfant dit, ne pas le contredire, et petit à petit, en fait, y revenir. C'est-à-dire que une fois que la crise suicidaire est passée, si le passage à l'acte a eu lieu, c'est jamais, on en parle une bonne fois pour toutes, puis après, on n'aborde plus jamais le sujet. Donc de toute façon, ces choses vont revenir petit à petit, et on peut tout à fait expliquer à l'enfant, enfin, à son enfant ou à son ado, que à partir de maintenant, on va être aussi, enfin, apporter une certaine attention, quelque chose d'un peu plus particulier qu'en général, et qu'on va avoir besoin d'en parler régulièrement avec lui justement pour comprendre bah, quel état il en est, est-ce qu'il y a un nouveau processus suicidaire qui s'engage, etc. Et qu'en tant que parent, c'est notre rôle de le protéger, même de ses propres comportements, parce que là, on est quand même dans une situation d'enfance en danger. Et concernant une tentative de suicide chez un enfant de 8 ans, alors là, j'encouragerais très vivement les parents à se rapprocher bah, des équipes, hein, des professionnels, parce que j'imagine que l'enfant doit être pris en charge. Donc, il y a certainement une prise en charge multidisciplinaire. Et puis là, je les encouragerais, hein, c'est ce que j'expliquais avec la famille là, qui avait besoin d'aide pour en parler à la petite sœur très jeune, de se faire accompagner effectivement, et pourquoi pas de solliciter par exemple un entretien familial, que tout le monde se mette autour de la table avec des professionnels qui vont bah, contenir, qui vont encadrer, qui vont soutenir, et aider vraiment à ce que la parole puisse se faire. Ok, ouais. Enfin, ce que je voulais rajouter, c'est que ce soit dans les récidives, que ce soit chez les très jeunes, Mm. bah, il y a une très grande souffrance en fait. Une souffrance très intense, un sentiment d'impasse, euh, vraiment à prendre en compte. Oui. Oui, peut-être que ce qu'on peut, dire aussi, c'est, que la tentative de suicide, c'est pas forcément toujours une envie de mourir, c'est une envie de moins souffrir. Ou c'est Oui. toujours une envie de moins souffrir. Non, non, mais je pense que C'est jamais une envie de mourir, on ne sait pas ce que c'est c'est de mourir. important de c'est imp donc bien sûr, j'entends bien, c'est important de le rappeler. Je trouve que Ouais, c'est bah, le niveau mais tout de à fait, souffrance dont vous parliez, Yann, je pense qu'il est, bien sûr. c'est ça qui est tellement envahissant qu'à un moment donné, c'est une impasse, en effet. C'est important de le rappeler. Vous faites bien de le dire. Une, question des questions par rapport à la posture des parents qui est pas toujours facile à trouver en termes d'équilibre. Heu Quelqu'un dit: «Montrer notre présence en tant que parent, OK, mais en adolescence sont souvent envahis par la présence de ses parents. Quelle juste mesure?» En effet. Oui, alors là, sur ce sujet, parce que, bon, effectivement, ça va concerner, hein, les adolescents qui font des tentatives de suicide, mais ça peut concerner aussi, il y a des enfants très transgresseurs, hein, qui font des bêtises tout le temps, et cetera. Hem
Donc effectivement, en tant que parent, votre devoir est de vous éloigner, enfin de mais à partir du moment enfin on s'éloigne, à partir du moment où on sent que l'adolescent va être en capacité, de s'occuper de lui, de s'épanouir dans la vie et cetera. C'est-à-dire que là, on va être dans un cas de figure très différent. Ça, c'est ce que j'explique beaucoup aux parents qui ont des enfants très transgresseurs. À partir du moment où les choses sont visibles, c'est un appel, en tout cas pour les parents, à revenir, contenir, aider, soutenir. Donc l'âge de leur ado va être important et l'ado, de toute façon, il ne fait que de crier qu'il est autonome, qu'il se débrouille tout seul, etc. On n'est pas obligé, en tant que parent, de faire tout ce qu'il nous demande. D'autant qu'on sait très bien qu'à l'adolescence, on a ces aspects euh, ces paradoxes, c'est-à-dire des ados qui, dans une certaine mesure, effectivement, prennent beaucoup en autonomie et en même temps qui vont avoir, à certains moments dans la journée, des comportements très, très régressifs, qui se collent à leurs parents, qui réclament des câlins, etc. C'est-à-dire qu'eux, ils vont tout le temps. C'est ce qui fait qu'en tant que parent, d'ailleurs, on ne sait pas trop où est notre place, on ne sait pas trop au niveau de la distance relationnelle, parce qu'effectivement, les ados, la distance relationnelle, ils jouent tout le temps avec. Mais dans les cas où il y a des attaques au corps, hein, il y a des tentatives de suicide, il y a des transgressions énormes, il y a des conduites addictives, dans ces cas-là, le parent, il fait comme il pense qu'il doit prendre soin de son ado. Donc, ouais, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre en compte ce qu'il nous dit, mais enfin, on peut aussi estimer qu'il n'est pas tout à fait prêt à prendre ses décisions pour lui. Ils n'ont pas trop de scrupules, les parents, quand même. Merci. On répète parce qu'on a la question vous est reposée, l'association pour les PAEJ, c'est l'association nationale des PAEJ, c'est ça Charlotte? ANPAEJ. Voilà, c'est ça qu'il faut chercher sur internet pour trouver? Tout à fait, vous tombez tout de suite sur OK, le site. super. On nous parle aussi du dispositif du programme Vigilance, en nous Oui. disant pourquoi il n'est pas étendu sur tout le territoire. Peut-être qu'il faut rappeler ce que c'est? Alors le dispositif vigilance, donc c'est un dispositif qui est mis en place à l'hôpital et dont l'objet est de reprendre contact avec des personnes qui ont été hospitalisées pour une tentative de suicide et donc de reprendre contact quelques semaines ou quelques mois après la tentative de suicide pour prendre des nouvelles. Ça n'est pas sur tout le territoire national. D'ailleurs, par exemple, ça n'est pas dans mon hôpital de secteur parce que ce sont les hôpitaux qui décident ou pas de le mettre en place. Donc il y a des hôpitaux qui ont refusé. Après, on est quand même proche de la couverture maximale, hein. Je suis Non, non, l'exception. non, non, mais aux Ils sont dernières contents nouvelles, de on rien. était sur 100 départements, on était au-dessus des 80, c'était au-dessus des 90. C'est quand même une des premières actions du programme de prévention du suicide. Euh, Et donc, c'est vraiment, voilà, par exemple, par contre, c'est prévenir les récidives. Il faut déjà qu'il y ait eu une première tentative de suicide pour que le dispositif se mette en place. Une question un peu dans la même, ligne que on me dit: «Quand les parents ne peuvent plus protéger leur enfant, tentatives de suicide trop nombreuses, y a-t-il d'autres solutions que l'hospitalisation longue durée?» Donc le programme Vigilance peut être une 1re réponse, mais peut-être pas suffisante là. Non, en cas de tentative de suicide répétée, vigilance ne suffira pas. Enfin, ça peut être un premier pas, mais ce ne sera pas adapté. Euh, Bah, alors, je sais que pour les parents, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à accepter, les hospitalisations. Mais là, effectivement, je vous parlais de ces jeunes, effectivement, qui vont être dans des conduites suicidaires très, très répétitives, toutes les semaines, etc. Enfin, des choses qui sont extrêmement régulières, extrêmement brutales, où là, les parents, mais même les professionnels hein, de santé, sont relativement démunis par rapport à ces conduites. Et même si l'hospitalisation est quelque chose qui est vécu de manière très douloureuse par les parents, euh, dans un premier temps, en tout cas, je pense que ça a du sens dans le parcours aussi de l'enfant ou de l'adolescent. Euh, Après, je pense aussi que l'important, c'est que les parents puissent rester en contact avec l'enfant même quand il est à l'hôpital, que la communication soit bonne entre l'équipe des professionnels de santé et les parents, puisque de toute façon, l'enfant, à un moment donné, va revenir au sein de sa famille, etc. Et donc, par contre, c'est important qu'il y ait tous ces fils conducteurs
Parce qu'effectivement, on a des situations où il ne va pas y avoir quasiment de communication entre les professionnels de santé, les parents, et quand ils récupèrent leur enfant, bah, le retour à la maison peut s'avérer extrêmement difficile. Donc, parents, dans ces cas-là, n'hésitez pas à interpeller les équipes de soins. Et puis, vous pouvez vous-même aller consulter en fait un professionnel de soins qui vous expliquera comment se passe l'hospitalisation, quelles sont les règles, votre enfant a des droits, etc. Enfin, s'il y a des choses qui vous inquiètent, ben, tout ça existe, ça a été modélisé, etc. Donc, n'hésitez pas, vous, voilà, à aller chercher des informations, etc. Et même hospitaliser, c'est toujours votre enfant. Enfin, il y a pas de... Simplement qu'il y a un moment donné de sa vie où bah, le lien familial en fait ne va pas suffire. Il faut plus. Et puis, on évoquait les hospitalisations longues, c'est pas forcément des hospitalisations longues. Enfin, Non. la dynamique, que ce soit en termes de pratique ou en termes de nombre de places, n'est pas vraiment sur des durées d'hospitalisation longues, sauf situation de l'exigeant. Donc, peut-être aussi ne pas partir avec ces a priori où on va partir sur un mois d'hospitalisation, alors que peut-être Bon. une hospitalisation de 5 à 10 jours dans des unités de prise en charge spécifiques vont être très efficaces. Et autant que faire se peut, faites confiance quand même au corps médical. Je sais qu'il y a énormément de, voilà, de méfiance, de réticence, etc. Mais c'est très important que les parents leur fassent confiance parce que si votre adolescent, enfin votre enfant ou votre adolescent a l'impression que le corps médical et les parents et ses parents jouent contre, vous le mettez dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Et à ce moment-là, pour lui, se soigner, accepter les soins, aller vers un mieux-être, va en soi être quelque chose de difficile. Donc même si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne comprenez pas tout ce que le corps médical propose, etc., posez des questions, mais c'est extrêmement important de faire corps ensemble. C'est vraiment ce qu'on appelle cette communauté éducative autour de l'enfant, et c'est important que les adultes en fait vraiment puissent se parler et se mettre d'accord là-dessus. Pour eux vraiment. On a plusieurs questions autour d'enfants qui, ne souhaitent pas d'aide ou sont un peu dans le, hem, qu'est-ce qu'on peut, enfin, comment est-ce qu'on peut accompagner quand même, essayer de, par exemple, on a, quelle posture adopter lorsqu'un il y a un refus d'aide de l'enfant ou de l'adolescent malgré un risque majeur de passage à l'acte? Une question, C'est quand même assez fréquent hein, dans dans la dynamique de crise suicidaire. On a l'impression que personne ne peut nous aider. mmh, Et donc, il faut adopter un certain nombre de postures qu'on a évoquées tout à l'heure. L'idée, de rester en lien, mais on le disait, sans forcer la personne. Rester présent, hein, qui est tout à l'heure, maintenir la présence, et puis mobiliser autour pour montrer que les proches sont là, que au moment le jeune en aura la possibilité, eh bien, il sera bien accueilli, bien, de manière bienveillante. Euh, je laisse Charlotte continuer. Pensez aussi que parfois en tant que parent, au début, enfin, quand on va commencer à parler de ça avec son enfant, etc., lui dire qu'on s'inquiète, quand vous êtes la première personne à vous adresser à la personne en souffrance, effectivement, il ne va pas accepter ce que vous dites, hein. Parce que les conséquences sont importantes. Ça veut dire déjà que sa souffrance, elle se voit de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose que les enfants et les adolescents ont du mal à vivre, enfin les adultes aussi, là pour le coup. Donc, parfois, c'est le fait de se l'entendre dire par d'autres personnes, il y a un moment donné, ils vont finir par accepter que ça ne va pas.
Et puis après, alors moi je fonctionne comme ça, alors en tant que psychologue, après vous verrez si vous pouvez l'adapter en tant que parent, puisque au niveau des adolescents, je reçois quand même beaucoup d'adolescents qui ne souhaitent pas, dans un premier temps, venir me voir. Ils ont été fortement incités par l'infirmière scolaire, fortement incités par les parents, etc. Et donc en fait, le principe, c'est de leur expliquer: «Bon, OK, voilà, moi je constate que tu ne vas pas bien, j'ai, ton parent, ton prof, ton infirmière et cetera qui m'ont expliqué qu'effectivement, il y avait quand même des choses qui étaient extrêmement inquiétantes dans ton comportement. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu me dis que tu ne veux pas d'aide, j'entends. Par contre, je te propose qu'on se revoie d'ici, 3 semaines, un mois, enfin ça dépend un peu, aussi, enfin j'évalue rapidement, combien de temps on a. Si ton état de santé ne s'est pas amélioré, si tes niveaux de souffrance, sont toujours aussi élevés, est-ce qu'à ce moment-là, tu accepteras, de venir me voir de ton plein gré? Parce que c'est extrêmement important qu'ils soient quand même d'accord avec la prise en charge. Donc au début, comme il y a quand même, enfin, on passe les adultes, on passe souvent un peu pour des vieux cons, donc c'est oui, 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 oui et en fait, on attend patiemment, le rendez-vous est posé, donc je le revois au bout d'un mois. Il y a des fois, effectivement, la situation s'est améliorée, donc là, je respecte ce que j'ai proposé, mais la grande majorité du temps, l'état de santé ne s'est pas amélioré et là, ils vont accepter de parler. Parce que là, ils ont essayé d'aller mieux et ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas le faire. Pas tout seuls, en tout cas. Et à ce moment-là, il y a un dialogue qui peut s'échanger. Donc, c'est vrai qu'en tant que parent, ça peut être d'accepter sur le moment qu'effectivement le jeune vous dit je ne veux pas d'aide, je ne veux pas d'aide. Et en tant que parent, expliquer ok, bah, je te laisse encore un petit peu de temps, essayer de voir comment tu vas faire pour retrouver un peu de joie de vivre, enfin, évoquer en fait ce qui est vraiment difficile, et puis expliquer quand même qu'en tant que parent, votre inquiétude est légitime et que si au bout de tant de temps, il n'y a pas d'amélioration de son état, là, il faudra aller voir un professionnel. Et donc ce temps-là, en plus, ça lui permet de commencer déjà à préparer la consultation avec le professionnel. Très bien, merci. On va devoir, attendez, pardon, j'étais en train d'essayer de copier-coller des choses dans le chat pour vous. Je n'y arrive pas. Comment je fais? Devoir bientôt s'arrêter. On n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, mais en tout cas, merci beaucoup pour, tous ces échanges. Je voulais juste, revenir moi sur, ça c'est ce que j'avais oublié tout à l'heure sur le pourquoi est-ce qu'on communique directement? Pourquoi est-ce qu'on préconise aujourd'hui de dire, de s'adresser directement à une personne en lui demandant: «Est-ce que tu as des pensées suicidaires?» C'est aussi parce que c'est ce qu'on apprend en tout cas dans la formation 1er secours en santé mentale et pas que, on parlera peut-être d'autres formations possibles. Hem, c'est que la personne va se sentir considérée, écoutée, entendue et que ça va faire baisser, ce niveau de stress et de souffrance qu'elle ressent. Et ça, c'est déjà un début, enfin voilà, j'avais envie d'ajouter ça, si vous me permettez tous les 2. Bien sûr. Heu, on n'a pas parlé d'autres, types de formations, on a parlé de 1er secours en santé mentale. Il y en a d'autres aussi qui existent peut-être Yann, si vous voulez, Oui, bien entendu, pour les professionnels, si vous avez la chance d'accéder aux formations proposées par les ARS, hein, les formations Sentinelle, notamment, qui prennent un petit peu plus de temps, mais qui permettent, malheureusement, tous les infirmiers, par exemple, ne sont pas formés hein, par les ARS aux formations de sensibilisation à la crise suicidaire. Vous avez parlé de PSSM, c'est en effet une formation citoyenne qui est extrêmement intéressante et qui permet de balayer, au-delà de la crise suicidaire, la compréhension de la santé mentale. Et puis vous avez tout un tas d'autres éléments qui permettent d'aborder comme ça le sujet. En tout cas de pouvoir accéder à des premiers éléments de base sur la prévention du suicide. bien. Beh, je vous remercie. Je vous rappelle, je voulais vous mettre dans le chat et je n'y arrive pas. Donc je vous mettrai ça, on vous mettra ça, en lien quand on vous enverra
le lien vers le replay de notre webinaire de ce soir, si pour ceux qui le souhaiteraient. Le nom de l'association que représente Yann, c'est Dites Je suis là. Voilà, parce que ça nous a été demandé. Donc c'est www.ditesjesuislà.fr pour être très très clair. Donc c'est un site sur lequel vous allez trouver un certain nombre de ressources et notamment un rappel, Yann, vous me confirmerez, des gestes et des postures qu'on a évoquées ce soir. Puis vous retrouvez aussi un annuaire qui est assez complet, qui vous permet de savoir où aller consulter en cas d'urgence. Alors bien sûr, on cite aussi les MDA, les maisons des adolescents, pardon, les associations actives dans le domaine de la population LGBT, etc., en ressources locales. Mais quelque chose d'important, c'est où aller consulter en cas d'urgence. On ne sait jamais si c'est à l'EPSM, à l'établissement de santé mentale, à la clinique psy, au CHU ou voilà. Donc on a essayé d'identifier partout en France, dans chaque département, le lieu de consultation en cas d'urgence. Parce que malgré la désertification médicale qu'on connaît, qu'on entend, qu'on connaît, eh bien si vous êtes face à quelqu'un qui est en crise suicidaire, il y a des possibilités de prise en charge immédiate. Très bien, merci, très précieux. Et de toute façon, les urgences hospitalières vous recevront toujours, hein, donc avec des délais d'attente aussi, mais enfin, vraiment ne parce que c'est vrai que je vous rejoins, c'est tellement difficile qu'on bah, on fait pas, enfin, ou alors on a du mal à se mettre en mouvement. Mais en fait, si vous allez dans n'importe quel hôpital en France aux urgences, vous serez reçu et il y aura une première évaluation, que ce soit psychique ou physique. Donc voilà, c'est en ça aussi remettre un peu de la confiance dans le corps médical. Enfin, ils sont toujours là. Enfin, voilà. Parce que c'est vrai que... Généraliste en première ligne, on a dit, les urgences. Alors, si c'est possible, pour les urgences, voilà, il faudrait un généraliste qui vous prenne tout de suite. Bon, c'est pas forcément Non, mais quand évident. on est plus sur des questionnements, on était Alors, de plus toute façon, sur l'aspect. pour les adolescents, le lien à l'autre est extrêmement important. Donc, effectivement, si c'est un médecin qui est connu de l'adolescent, c'est mieux. Après, voilà, on fait aussi avec les circonstances. Très bien, donc je vous rappelle le 3114, ce numéro national de prévention du suicide. On rappelle accessible gratuitement 24 heures sur 24, très important, 7 jours sur 7 évidemment partout sur le territoire national, qui s'adresse aux personnes en souffrance psychique, mais aussi à leur entourage et aux professionnels. Donc n'hésitez pas à vous en saisir. Le 15, on en a parlé aussi. Forcément, ça fait partie de nos numéros d'urgence importants. Et pour ce qui est des ressources de l'UNAFAM, je vous rappelle notre site internet www.unafam.org où vous trouverez notamment une page vers les formations pour soutenir l'entourage familial dans laquelle vous pouvez trouver un certain nombre d'informations sur les formations proposées, qui sont des formations courtes et gratuites, je le rappelle. Nous avons également une plateforme de formation en ligne www.formedant.fr avec des formations notamment en lien avec notre sujet de ce soir, peut-être aussi sur notamment la dépression sévère ou les troubles anxieux qui peuvent être aussi générateurs de risques suicidaires de manière importante. La formation dont je vous ai parlé, la journée difficultés psychologiques de l'enfant et de l'adolescent, qui sont qui s'inscrit aussi dans la prévention, dans une meilleure connaissance, une manière d'identifier de manière plus aiguë, on va dire, ou plus aiguisée, en tout cas, l'évolution et les difficultés de l'enfant. Voilà, des questions particulières. Si vous avez des questions particulières, sachez que l'UNAFAM a une ligne d'écoute aussi, 5 jours sur 7 avec des psychologues qui sont très pointus sur tous les troubles de santé mentale. Un numéro unique, 01 42 63 03 03, 42 63 03 03. Et puis, l'UNAFAM dispose aussi de permanences spécifiques avec des psychiatres, des assistantes sociales, un référent école, voilà, avec un numéro unique qui est le 01 53 06 30 43, auquel vous pouvez nous joindre. Voilà, je remercie bien entendu chaleureusement nos 2 intervenants, Charlotte et Yann. Merci pour votre participation très active et vos réponses pratiques. C'était très important, je crois, pour nos participants. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine édition. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. Au revoir.